parce que recevoir cette pluie de bombes qu'il a reçue, sans jamais tergiverser, en restant là, je sais qu'ils sont nombreux qui allaient sortir dès les premières bombes pour dire, écoutez, on arrête là. Président du FPI qui prend une relève lourde, mais qui a pu rencontrer aussi Laurent Gbagbo, et donc on attend aussi des nouvelles un peu. Tout à fait. Donc bienvenue ici et bienvenue pour tout ce qui se passera. Donc on va vous donner la parole tout de suite parce que tout le monde attend d'avoir du consistant pour continuer la lutte. Je voudrais vraiment dire, comme l'a dit Denis Prien, il m'a dit, ah, comme tu viens d'arriver de chez Gbagbo, on veut les premières nouvelles. Plutôt que les nouvelles d'Abidjan, c'est plutôt les nouvelles de Laurent Gbagbo que je me permettais de vous donner. Vous avez vraiment la salutation fraternelle de Laurent Gbagbo. Autant que vous êtes Ivoiriens, Africains, Européens, épris de paix et de justice. Vous qui vous êtes engagés comme un seul homme aux côtés de Laurent Gbagbo pour lutter pour que la justice triomphe, pour que le droit triomphe. Vous avez son bonjour. J'ai lui exprimé en fait votre salutation, hein, de la façon que je viens de le faire. J'ai dit, Laurent voit à travers mon modeste visage le visage de tous les Ivoiriens, le visage aujourd'hui de tous les Africains, le visage de tous les hommes épris de paix, de tous les démocrates qui te soutiennent et qui te disent il faut tenir, car eux ils sont déterminés à lutter pour toi, à lutter pour le triomphe de la démocratie et de la paix. C'est ce que je lui ai dit et c'est la réponse qu'il m'a donnée. Donc vous avez son bonjour. Il vous salue. J'ai lu à travers son regard la détermination d'un homme toujours prêt à continuer le combat. Je l'ai regardé, évidemment, pour quelqu'un de son âge, puisque Laurent Gbagbo, il a 66 ans révolus, quelle que puisse être la beauté d'une prison, quand on y reste, et surtout quand on a le bouillonnement dans sa tête, parce qu'il y a des idées généreuses qu'on veut mettre au service de son pays et de toute la société, hélas, on est étouffé, bon, il arrive qu'on prenne un peu de coup. Sinon, l'homme, il est, en tout cas, il a l'esprit vif, le regard alerte, il est là et il vous salue. Il s'est même permis, pour vous illustrer combien il se porte bien, il m'a posé des questions. Est-ce que tu as lu l'ouvrage de Charles Onana? Il dit, président, toi tu es en prison, il dit, c'est toi qui sais le savoir. Il faut lire cet ouvrage, là il est bon. Et à travers Charles Onana, c'est tous les frères, tous les hommes et toutes les femmes qui mettent leur pensée et leur intelligence au service de la lutte, qu'il admire et qu'il salue. Donc vous avez tous son bonjour. Ceci étant dit, pour en revenir en tout cas à la cérémonie de ce jour, je voudrais me permettre de déjà dire merci à Denis Prien, à tous les intellectuels que je vois autour de cette table. David, si joliment habillé, pour nous rappeler la belle culture rwandaise. En tout cas, je voudrais vous saluer et vous dire que vraiment, le Front populaire ivoirien, dont j'ai l'honneur de conduire aujourd'hui la présidence, est fier d'être témoin d'un tel événement. Parce que j'estime que le moment est effectivement venu du débat des idées. Parce que la démocratie aussi, c'est cela. C'est le débat des idées. La confrontation des projets de société et l'expression d'un idéal qu'on pense mettre au service de ses concitoyens, de la population. La démocratie, ce n'est pas la violence. La démocratie est loin de cela. Et vous avez choisi le moment
qui me paraît tellement opportun que c'est bientôt qu'il va avoir la comparution pour la consolidation des charges. Et puis, l'Europe est aujourd'hui en bouillonnement, surtout pour le pays qui a vraiment la gentillesse de nous accueillir, notre mère patrie, la France. C'est l'heure des débats d'idées, bientôt, parce que c'est les grandes confrontations électorales. Et l'on a trop noirci Laurent Gbagbo, délibérément, méchamment. On l'a trop noirci. Oui, on l'a trop noirci. Le maire donc venu me dire d'élever un ensemble d'équivoques, de préciser les idées. Qui est l'homme? Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il conduit sa vie politique? Comment, en tant que chef d'État, a-t-il géré? C'est important. Quels sont les actes majeurs qu'il a eu à poser? Est-ce que Laurent Gbagbo, au travers de tout ce qu'il a fait pour son pays, pour son peuple, mérite-t-il qu'on le voue aujourd'hui aux gémonies, qu'on le taxe de tous les péchés d'Israël, qu'on le présente comme l'homme à abattre, sans sourciller? Nous ne le pensons pas. Mais qu'est-ce que la société est méchante? Qu'est-ce que la société est méchante? Nous le savions depuis François Pérou. Il disait que la société, le monde, c'est un monde de conflit-coopération. Mais nous pensions que dans cette civilisation-là, les hommes que nous sommes, parce que nous sommes tous la créature de Dieu, on devrait faire l'effort pour que la coopération transcende les conflits. Hélas, 1000 fois hélas. C'est à tout le contraire qui nous est donné d'assister. C'est pour ça que je voudrais saluer la pertinence de cette cérémonie de ce jour. Merci aux intellectuels que vous êtes, intellectuels africains, vous qui avez pris si profondément la mesure de vos responsabilités. Il faut se battre. Il faut se battre pour que la société tout court avance, pour que la société africaine se libère, pour qu'elle avance. Merci. J'ai parcouru le programme. Oui, Laurent Gbagbo, l'homme politique. Laurent Gbagbo, le socialiste. Je crois que ce sont des thèmes majeurs. Des thèmes majeurs. Laurent Gbagbo, l'homme de paix. Laurent Gbagbo, dans l'opposition, a toujours mis en avant le souci de paix. Nous étions ensemble. Oh, quand j'en parle, je vois toute ma petitesse, hein, parce que ce n'est pas moi qui devrais être là pour vous entretenir de tout ça. J'ai eu à travailler avec lui, mais Laurent Gbagbo a eu des camarades, des amis, des promotions, des générations, j'allais dire, qui auraient été mieux placés pour vous parler de lui. Mais pour le peu que je sais de lui, j'ai pu dire que Laurent Gbagbo a été un grand homme. Je crois que Arsène Bikoué le disait tout à l'heure en des termes choisis, et ces termes résonnent encore dans mon esprit. Oui. Laurent Gbagbo, son souci, faire avancer l'Afrique, faire avancer la société tout court. Parce que la démocratie et la liberté, ça n'est pas restrictif, c'est pour tout le monde. La société africaine a besoin d'aller de l'avant. Comme tout être humain, ben, lorsque tu nais, tu grandis. Grandir là, ça veut dire que tu as eu le temps d'appréhender les choses de la vie, de confronter les expériences pour dire qu'est-ce que je peux en tirer pour que l'homme qui a toujours soif de mieux-être se porte de mieux en mieux. C'est cela le sens de la vie. Et Laurent Gbagbo, ça n'est pas à un niveau du microcosme national seulement qui limite cela. Au-delà de l'État, de la nation, il s'agit de voir la société dans sa globalité.
Ce sera au niveau du Front populaire ivoirien, le parti dont il est le fondateur. Nous avons dit il faut mettre en avant l'épanouissement des Ivoiriens, de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, des Africains, mais il faut qu'au plan international même, nous sortions de l'ornière des lois serviles du marché, où ce n'est que l'optimum de premier rang. Or, hélas, beaucoup de citoyens du monde n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour s'épanouir. Il faut donc chercher le compromis entre l'optimum de premier rang et l'optimum de second rang. Et nous avons donc engagé un ensemble de réformes. La décentralisation, l'assurance maladie universelle, l'école gratuite. Pour nous, il faut une nouvelle politique de redistribution des richesses qui fasse en sorte que celui qui n'est pas nanti puisse quand même prétendre à un mieux-être au même titre que celui qui est nanti. N'est-ce pas cela le socialisme? Laurent Gbagbo a vécu une véritable misère sous le régime dur du parti unique. Il a été maltraité. On l'a mis en prison. Sa femme, son enfant. Et l'histoire se répétant, c'est le même schéma, hélas, assez triste que nous avons aujourd'hui. Laurent Gbagbo en prison, Simone Yves Gbagbo en prison à Otiéré. Mais je voudrais dire là-bas qu'elle est solide. Elle est solide. Et qu'elle vous salue aussi. Parce qu'avant de venir, comme je venais rendre visite à son époux, j'ai fait l'effort pour échanger avec elle. Elle se porte bien. Je lui ai dit, grande dame, comment ça va? Elle dit, ah, ça va chez moi. C'est pour vous que j'ai peur. Seulement, c'est l'harmattan qui me fatigue un peu ici. Sinon, ça va. Donc, Simone Gbagbo, elle est solide. Oui, elle sait pas. Comme l'a dit l'éminent chercheur Hassan Bikoué, Laurent Gbagbo, malgré tous ces traumatismes qu'il a subis, malgré cette méchanceté dont il a été l'objet durant toute sa période d'opposant, lorsqu'il est parvenu au pouvoir en 2000, il a oublié tout ça. Il a laissé tout ça. Il dit, oh, les camarades, chers amis, vous savez, nous qui cherchons à construire la démocratie, ben, il faut être prêt à aller au sacrifice. Hein? Parce que les gens ont des privilèges. Ils sont accrochés à leurs privilèges. Pour leur enlever ça de la bouche, eh ben, dis donc, tu vas prendre le coup. Hein? Donc soyons prêts à prendre le coup. Alors donc, laissons tout ça, ouvrons les bras aux uns aux autres pour que nous construisions la démocratie. Parce que pour lui, la démocratie, c'est une voie de passage obligée pour nos États africains. C'est cela l'important. Une voie de passage obligée. C'est-à-dire, sans la démocratie, on ne peut pas prétendre à un état de développement. Il ne suffit pas de dire, bon, on va être un pays émergent pendant que le pouvoir est hautement centralisé, inutilement concentré entre les mains de quelques individus. Ceux qui ont été à l'origine de la liberté, au plan économique, les Malthus, les Smith, ce qu'ils ont mis en avant, lorsque, au plan économique, ils parlent d'atomicité, d'homogénéité, de transparence, c'est de permettre à l'individu, parce qu'il y a la concurrence, de livrer et de sortir ce qu'il a dans ses tripes comme meilleur pour mettre ça au service de la collectivité. La démocratie, c'est ça. Mais si un seul individu, fut-il 10 000 fois intelligent, il se dit que c'est moi qui vais réguler toute la société, quelque part, tu auras toujours des limites. Donc il a dit, nous, on a souffert, on est parvenu au pouvoir, mais nous devons mettre en place un gouvernement, en tout cas qui rassemble toutes les intelligences du pays. C'est cela. Au point qu'il disait, en termes de plaisanter, ah mais on est ici, un secrétaire national chargé de l'agriculture, secrétaire d'État chargé de la sécurité, secrétaire chargé de l'industrie. Ne pensez pas que quand je vais venir au pouvoir,
autant que vous êtes là, vous allez être des ministres. Hein. Non, non, non. Je vais vous laisser là et aller chercher en Côte d'Ivoire, là où il y a l'éminence, là où je pense qu'il y a l'homme qui est là, qui a toute la formation pour en tout cas me permettre de réaliser mon projet de société. Et c'est ce qu'il a appliqué. C'est ce qu'il a appliqué. Nous qui sommes beaucoup de ses collaborateurs, on n'a pas été nommés. Et il allait prendre des citoyens ivoiriens dans le PDCI, dans le RDR. Parce qu'il estime que ce sont des Ivoiriens qui n'ont d'autre devoir que leur loyauté vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont de la compétence, il faut leur faire confiance. Il allait jusqu'à prendre son directeur de cabinet, Ezi Paul David, un préfet, parce qu'il dit, ah c'est un administrateur. Celui-là c'est un grand monsieur. Oh celui-là par le passé, il avait eu à sortir un mot terrible. Ah si Gbagbo devient président de la République, moi je retourne dans mon champ. Mais il n'est pas retourné dans son champ, il est devenu directeur de cabinet de Laurent Gbagbo. Parce que c'est un Ivoirien qui a de la compétence, qui a de l'expérience. Partout ça a été ainsi. Il a mis en place un gouvernement d'ouverture. Et avant cela, même tout ça, pour mettre tous ses compatriotes en confiance, il a organisé en 2001 le Forum national de la réconciliation. Et au moment où ce forum s'organisait, pour l'organiser, Henri Konan Bédié, président de la République de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État, était en exil ici, à Paris. Alassane Dramane Ouattara, soupçonné pour être l'un de ceux qui ont fomenté ce coup d'État, était à Mougins chez lui. Le général Gueye, qui a été l'homme même qui est le maître d'ouvrage, il était à Kabakouma, dans son village. Laurent Gbagbo s'est donné tous les moyens pour que ses frères-là rentrent. Il dit non, à quoi servir une réconciliation si ceux qui doivent en être bénéficiaires, les protagonistes ne sont pas présents. Il faut que tout le monde soit là. Tout ce monde s'est réuni et on a parlé de réconciliation. Évidemment, lui ici, il avait sa conviction et vraiment son engagement sincère au service de la paix. Bon, d'autres étaient venus là-bas avec des yeux et des oreilles d'hypocrites. Puisque la suite après, on la verra. C'est comme ça que Laurent Gbagbo a fait. Mieux, après tout ça, il faut poser des actes concrets. Il y a eu après Marcoussi la loi d'amnistie en 2003. Mais Laurent Gbagbo a dit ceci. Il dit, mais ce qui fait la difficulté dans les sociétés africaines, c'est que le plus souvent, l'homme d'État, à quelque niveau qui se situe, un président d'institution qui a eu à servir l'État à un si haut niveau, quand il n'est plus aux affaires, mais il devient comme la chaussure de Zéro Héros. Il devient comme la plante de notre pied, on lui marche dessus, il a du mal à se nourrir, à se déplacer. Lui qui a été habitué à des cérémonies fastes, à marcher sur les tapis rouges, tout ça. Quand c'est comme ça, pour mettre fin à tout ça, nous allons voter une loi. Et il a fait voter une loi sur la rente viagère. Conformément à cette loi, le président Henri Konan Bédié, en tant qu'ancien président de la République, Alassane Dramane Ouattara, alors président du RDR, en tant qu'ancien premier ministre, tout cela touchait au moins 10 millions de francs par mois. Plus que lui-même, le président de la République, qui n'avait que 9 millions. Et ça, ce sont des faits qui peuvent se vérifier. Récemment, on en a parlé, il a dit non, Bédié, lui, il touchait 22 millions. C'est pas 10 millions qu'il touchait. Hein. En tant qu'ancien président, il touchait 22 millions. Et il leur a demandé, les forces de défense et de sécurité sont là, c'est vous qui avez mis tout ça en place. Les éléments que vous estimez que ce sont des éléments qui vous sont proches, qui vous inspirent confiance, choisissez 10 éléments, ils vont assurer votre sécurité. Voilà le paradis dans lequel il a mis ses opposants. Et mieux, il a dit pour que l'opposition soit forte et que la démocratie puisse avoir un sens, on va faire voter une loi sur le financement public des partis politiques. Et il a introduit ce projet de loi qui a été voté. En application de cette loi, les principaux partis politiques, le FPI, le PDCI, le RDR, de 2005 à 2010, ont touché plus d'1,5 milliard de francs CFA autour du financement public des partis politiques. Ça, ce sont des actes de l'histoire qu'il faut connaître pour s'interroger aujourd'hui sur l'attitude de ceux qui nous gouvernent et qui cherchent à nous tordre le cou, de nuit comme de jour, qui cherchent à nous réduire vraiment à moins que rien. Voilà les actes majeurs que Laurent Gbagbo a posés. Et il a dit, bon, ben,
chers frères, réunissons-nous, venez, le pays, c'est la Côte d'Ivoire, le pouvoir, ça n'est pas pour moi. Pour preuve d'ailleurs, quand il allait en campagne, pendant sa campagne, il disait aux populations, donnez-moi un 6 et je vais vous rendre le bonheur. Un 6, votez pour moi et je vous rendrai le pouvoir. C'est cela le sens de ces 6. Donc asseyons-nous, excusez-moi. Le pouvoir, ce n'est pas ma chose personnelle, c'est-à-dire il est déjà opposé à la concession patrimoniale du pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne, il faut retourner ça au peuple. En termes d'actes qu'on pose vis-à-vis de ce peuple, vous êtes des intelligents comme moi, vous avez des cadres, des hauts cadres qui sont formés, qui sont opposés au RDR, nous allons mettre en place un gouvernement. Et dans ce gouvernement, il s'est attribué la portion congrue, j'allais dire, puisque les hauts postes ministériels sont revenus à l'opposition. L'économie et les finances, l'agriculture, les infrastructures, le transport, tout ça c'était aux mains des opposants. Quand on lui dit, mes chefs, toi tu es en train de nous punir, qu'est-ce que tu fais comme ça? Les gens nous ont maltraités jusqu'à, et puis on vient au pouvoir, tu leur donnes, il dit, oh, laissez les gars, on va avancer. Parce que pour lui, il fallait cela pour que la Côte d'Ivoire vive dans la paix. Pour que la Côte d'Ivoire, quand même, qui est au centre d'une sous-région où, par la force des choses, elle est leader de la sous-région, soit toujours l'exemple à partir duquel les États africains puissent dire, ah, il faut qu'on avance. Peut-être c'est pour cela aujourd'hui qu'on la bat. Ah, vouloir toujours être l'exemple. Ah, parce que ceux d'en face, c'est pas comme ça. Hein. Ah oui, ceux d'en face, c'est pas comme ça. Voilà les actes que l'homme politique, l'homme de paix, a eu à poser. Et c'est ce qu'il a toujours posé jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir dans les conditions que tout le monde sait. L'homme socialiste, il a dit, mais au fond, il nous faut une nouvelle redistribution du revenu pour permettre quand même à la grande majorité de nos concitoyens de vivre mieux. Les conseils généraux, il faut rapprocher l'administration du citoyen. Et je suis président du conseil général, hein, je suis président du conseil général. Et aujourd'hui, grâce à ces conseils généraux, vous allez dans tous les départements de Côte d'Ivoire, vous allez dans tel ou tel village, il y a au moins un centre de santé, il y a au moins une école primaire, les rues qui étaient dans la broussaille sont de temps en temps grattées, etc., etc. Parce qu'il faut permettre à l'homme qui est dans le plus profond du hameau là, de vivre comme celui qui est en plein centre, à Abidjan, ou à Bouaké, ou à Taloa. C'était ça aussi. L'assurance maladie universelle, ouais, dans une Afrique de grande misère, de pauvreté, s'il n'y a pas cet effort, le citoyen, l'espérance de vie, ça va baisser toujours. En Côte d'Ivoire, il y avait 13 ans en arrière, c'était 53 ans, hein? Mais on en était à 47 ans, c'est tombé même à 44 ans. Parce que le citoyen n'a pas le minimum pour acheter de la nivatine et se soigner. Alors, faisons en sorte que la solidarité puisse jouer. Mais hélas, ces projets majeurs, Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps de mettre ça en œuvre, puisque avec la rébellion qui a été déclenchée dès 2002, toutes les caisses de cotisation qui avaient été prévues, surtout au niveau des caisses des paysans, on ne peut pas mettre ça en œuvre. Donc ce projet n'a pas marché. Quand le président Ouattara il arrive et puis il parle de soins gratuits, on ne dit pas de soigner des gens de manière ponctuelle. Le problème de la maladie, c'est un problème structurel. Il faut donc une solution structurelle. Et non une solution pour faire voilà, du mercurochrome pour frapper dans les yeux des gens et puis 2 minutes c'est fini. Et d'ailleurs c'est en difficulté. Ils volent les médicaments. Voilà. L'école gratuite aussi. Puisque nous nous disons que l'école, le diplôme aujourd'hui, c'est vrai, pour l'enfant c'est un parchemin pour se faire une place au soleil. Cela lui permet d'avoir un emploi rémunéré. Mais l'école aujourd'hui, c'est devenu quelque chose dans un monde de plus en plus ouvert. On parle de mondialisation, où le citoyen doit connaître ses droits et ses devoirs. Ton enfant que tu mets à l'école, s'il n'a aucun niveau, tu l'as tué. Tu l'as tué puisque lui-même il s'en va. On écrit une lettre dans laquelle on dit à celui qui arrive là-bas vers vous, c'est le plus grand criminel, et il faut l'incarcérer. Et bien tout bêtement et naïvement, il va avoir ce courrier-là,
pour porter ça au commissaire de police. Alors pour éviter cela, il faut que tout citoyen ait un petit niveau. Au moins jusqu'au niveau 3e, que l'État engage des mesures pour permettre à tous les habitants de mettre les enfants à l'école. Au-delà, maintenant, la sélection peut se faire. Les plus méritants peuvent aller faire de longues études, faire des diplômes d'ingénieurs, des médecins, des juges, etc., etc. Et si ça vous permet d'avoir un travail rémunéré ou bien de vous installer à votre propre compte, tant mieux. Mais l'école d'abord, il s'agit d'ouvrir les yeux à l'enfant qui naît. C'est ça le sens de l'école gratuite. Et cela a été initié, hein, puisque l'État a distribué des kits aux uns aux autres. Certains établissements privés ont bénéficié des mesures d'allègement fiscal. Et ça, c'est dans le cadre de la théorie de l'optimum de second rang. Parce que quand vous aidez le privé qui investit et qui aurait été tenté de taxer son bien au coût marginal, vous l'aidez sur le plan administratif, sur le plan fiscal, il est obligé d'appliquer un prix social. Vous dites, ah, comme l'État m'a aidé, au lieu de faire payer mon école à 20 000 francs, je peux ramener ça à 12 000 francs, puisque mon coût de production a baissé. C'est comme ça que l'économie se raisonne, n'est-ce pas? Alors, toutes ces mesures ont été prises parce que Laurent Gbagbo aime son pays, il aime l'Afrique, il aimait beaucoup profondément la Côte d'Ivoire. Est-ce pour cela aujourd'hui qu'il est l'objet d'une si grande haine? Est-ce à dire que nous autres États africains sommes condamnés à toujours rester dans l'état de pourvoyeurs des ressources brutes? C'est la grande question. Chers camarades, chers intellectuels, il faut se poser. Mais nous devons toujours continuer. Nous devons toujours continuer, telle la goutte d'eau qui finit par percer le rocher. Le rocher là, il va être percé. Il est percé aujourd'hui. Quand on voit toute cette effervescence, cette Afrique qui bouge, ces voix qui s'élèvent, ces écrits qui se démultiplient pour chanter nos misères et à la fois pour inciter au combat, à la résistance, je crois que nous avons gagné. Et comme le disait tout à l'heure, oui, nous avons gagné parce que les grands hommes aujourd'hui, ils sont un peu partout, hein. Tel dit de la légende à plusieurs têtes, ben, on peut tuer Laurent Gbagbo, mais il va sortir plusieurs Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, on ne le tuera pas. Puisque quelqu'un disait, je crois que c'est juste, il dit non, Laurent Gbagbo, nous ne voulons pas en faire un martyr. Oui, les martyrs, il y en a eu trop au travers du continent africain. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. L'Afrique, c'est légitimement qu'elle veut avancer, que ses enfants qui sont venus à l'école et qui ont appris à l'école des Blancs, ils veulent aussi faire comme les Blancs. C'est ce que nous disons. On dit, mais ce n'est pas possible. Des choses que vous appliquez chez vous, pour que votre pays soit bien, quand nous on veut appliquer ça, vous dites non. La coopération décentralisée, c'est le fondement de la politique, et la coopération, en tout cas, diversifiée. C'est le fondement de la politique et sérieux du Fonds populaire ivoirien. La coopération diversifiée, ça veut dire quoi? Ben, moi, j'ai envie de construire une université chez moi, en Côte d'Ivoire. Je lance un appel d'offres, parce qu'il s'agit d'un grand projet. L'appel d'offres peuvent souscrire la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada. Ben, des entrepreneurs peuvent dire, nous, on va construire ceci. J'ai dit, j'ai une enveloppe de 10 milliards. Celui qui vient dire, bon, tu as prévu 3 bâtiments. Nous, en plus des 3 bâtiments, nous allons mettre un bâtiment supplémentaire pour la direction, pour l'administration de l'université. Mais les 10 milliards même, à 9 milliards, nous, on peut faire ça. Et l'autre vient et dit, ah, moi, j'ai fait les 3 bâtiments nets, je n'ajoute rien, mais 10 milliards, ça ne suffit pas, il faut que ce soit 12 milliards. Mais je choisis qui? 9 milliards. Il choisit 9 milliards, mais c'est la rationalité qu'on nous a enseignée. Ce n'est pas autre chose. L'argent rationnel, c'est ça. C'est celui qui fait son choix pour avoir le maximum de bénéfices. Alors, quand on veut diversifier la coopération, on dit non, non, non. Pourquoi? C'est pas le monopole, etc., etc. Non, ce que le Canada peut m'apporter, peut-être que la France ne peut pas m'apporter ça. Ce que l'Allemagne peut m'apporter, peut-être que la France ne peut pas m'apporter. Mais si je choisis l'Allemagne, puisque la France, c'est un partenaire ancien,
Mais il n'a qu'à se sentir fouetté dans son orgueil pour dire, moi, je vais faire plus pour que la Côte d'Ivoire me retienne. On n'a pas à me déclarer la guerre. On n'a pas à chercher à me tuer. C'est ça. Et ce que je vous dis là, de manière pratique, j'ai eu à en discuter avec un ambassadeur de France. J'ai dit, mais, Excellence, c'est bien. Je suis français. La preuve, je vous parle français. Oui, oui, je m'exprime en français là. Je suis français. C'est la mère patrie. Mais quand même, ce que vous nous avez enseigné, c'est chez vous que j'ai fréquenté. Et je lui dis, j'ai dit, mais moi je suis auvergnat, hein, puisque j'ai fait mes études de doctorat à Clermont-Ferrand. Je suis de l'Auvergne, je suis de Clermont-Ferrand. Et ce qu'on m'a enseigné là-bas, c'est ça. L'argent économique, il doit être rationnel. Que tu sois consommateur ou producteur, pour faire ton choix là, tu fais ton calcul économique. Et tu cherches où tu vas gagner le plus. On a dit le troisième pont à Abidjan. Ben, les entreprises françaises proposent près de 105 milliards pour construire ce troisième pont. Les Chinois proposent, ils disent, avec 80 milliards, nous on peut faire ce pont. Et d'ailleurs, même tous les quartiers qui seront traversés, nous allons construire des centres sociaux, etc. etc. Mais je choisis qui? Chinois. Mais alors, le fait là, c'est un problème. Mais si vous, Français, vous savez que nous sommes, votre ancienne colonie, et que nous avons des liens séculaires, et qu'absolument vous voulez faire ce pont-là, mais vous n'avez qu'à revoir votre enveloppe à la baisse, pour dire par exemple, au des 105 milliards, la Côte d'Ivoire c'est notre ancienne colonie, nous devons avoir la prétention d'en faire un État émergent. Au des 105 milliards, on vous propose 85 milliards. 85 milliards, les autorités ivoiriennes diront, ah, la France là, attention, c'est les ancêtres gaulois. La Chine, on ne connaît pas cela. Le langage, on ne les connaît pas. Ils ont dit 80 milliards. La France, qui avait dit 105 milliards, dit maintenant 85 milliards. Ces gaps de 5 milliards là, on peut laisser ça. On choisit l'entreprise française. Ça, c'est pas la rationalité. On peut le faire. Mais on n'a pas besoin de sortir des Kalachnikov oui, et des avions de combat pour dire si tu ne donnes pas ça, on te tue. Non, trop c'est trop. Voilà ce que nous voulions. Voilà simplement la philosophie de Laurent Gbagbo qui est incompris. Qui est incompris, chers frères, chers camarades, pour en parler, oh là là, on peut rester des jours et des jours, hein. Mais je sais que la table est là, les scientifiques sont là, les intellectuels, ils brûlent d'impatience. Mais je voudrais dire à travers ma modeste voix que c'est Laurent Gbagbo qui vous fait confiance, parce que je retournerai là-bas, hein, et je lui rendrai compte fidèlement de cet énorme travail qui est en train d'être fait pour faire bouger la cause de la justice et du droit. Je voudrais vraiment, encore une fois, vous dire merci, Denis Brien, David, tous les frères, tous les amis, toutes ces autres personnalités qui sont venues nous voir, la presse, les visibles comme invisibles. Vraiment, je voudrais vous dire merci et souhaiter plein de succès à vos travaux.